Mesdames et messieurs, qui nous regardez encore, il est 23 heures passées parce que Alain m'avait dit oui, ça durera 2 heures et on l'avait tout de suite prévenu que ça ne durerait pas. Oh, il est naïf, le Alain. Si vous êtes encore avec nous, Non, mais j'avais dit 2 heures minimum. oui, c'est Ouais, tu te rattrapes bien. Hein. Nous allons écouter, mesdames et messieurs, une grande dame des mille et une nuits confinées, une grande dame de l'impro, une grande dame du conte, vainqueur de mille et un prix, dont le prix de cœur de la plus grande des conteuses qui nous aide aux mille et une nuits confinées et qui anime en alternance avec moi ces mille et une nuits confinées. J'ai nommé Sclérène, l'improviconteuse, qui va nous raconter. Dans les grandes dames, je dis, mais c'est qui est vieux parmi nous? Ah, écoute, ça annonce mon futur, d'accord. Merci pour cette présentation. Sclérène, en plus, tu as du mérite parce que tu étais en spectacle juste avant. Voilà, j'étais en spectacle avant et puis... d'ailleurs, j'ai fait de la com, on est basculé avec une bonne partie du public ici. Alors, est-ce qu'ils ont duré jusqu'au bout? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont venus nous écouter. Je crois qu'on est 35, d'après le site de la Mission Bretonne, on semble être 35 actuellement. Super. Eh bien, avec joie de vous partager... Hop là, je positionne mon micro mieux que ça. Un nouveau conte. Et comme j'ai été avec mon spectacle de contes improvisés juste avant, j'ai mes petits jouets électroniques avec moi qui vont m'aider à rentrer un peu dans la suite de cette histoire qui nous amène sur les îles de Watt et Edic. Voilà. Qui nous amène auprès d'une grand-mère qui va élever toute seule 7 petits-fils. Qui va nous emmener auprès des marins et de la dure vie des marins bretons en cette période des temps anciens. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus doux, mais... Alors... Écoutez mon histoire, vous autres qui voyagez, toujours dans la mémoire, ayez l'éternité. Il était une fois une famille de marins. La mer, on connaissait par cœur. On était marins de père en fils. On était marins de grand-père à fils à petit-fils. On était marins d'arrière à arrière de moindre arrière à père jusqu'à petit-fils. On était marins de génération en génération. Il y avait cet homme qui aimait tendrement sa femme et qui était marin, comme son père, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père, et comme son arrière-arrière-arrière-grand-père, on était. Et les marins des îles de Watt et Edic, ils avaient bonne réputation parce que c'était des marins qui, vous savez, là-bas, c'est à l'autre bout de la terre. Après, c'est les États-Unis, c'est le McDonald's, c'est tout ça. Mais à ce bout de la Bretagne, en ce temps-là, eh bien, on vivait comme on pouvait. On était fouettés par les éléments, on était fouettés par la vie. Ça donnait des bons gars, bien durs. Alors quand il fallait aller pêcher la morue du côté du Canada, là, par là-bas, eh bien, on les choisissait, ces marins-là. Ce matin-là, le père a dit au revoir à ses fils. 7 garçons. 7 garçons. Il était si fier d'être le père de 7 beaux garçons. Il leur a dit au revoir. Il a dit au revoir à sa femme. Et il est parti. Parti pour s'embarquer sur l'un de ces grands voiliers, aux grandes voiles blanches. Il les a laissés là, seuls. Au début, tout allait bien.
Au début, la mer était calme. La mer était calme, mais il y avait un peu de vent. Alors, les hommes se sont mis à l'ouvrage, à tirer sur le cordage pour faire gonfler la voile, pour qu'elle puisse prendre le plus de vent possible, pour vite, vite arriver aux terres neuves, pour vite, vite faire la pêche à la morue, pour vite pouvoir revenir, serrer sa femme et ses 7 garçons. Et les marins manœuvraient. Encore et hop, et virer encore et hop, et virer encore et hop, et vire encore un coup là. Pour se donner du courage, pour tenir face aux éléments. Encore et hop, et virer encore et hop, et virer encore et hop, et vire encore un coup là. Tout allait bien. Mais le temps est parfois capricieux et le vent s'est mis à souffler, la voile était trop gonflée. Le bateau a pris la gîte et puis une vague, une deuxième vague. Affalez la grand voile, affalez la grand voile. Mais c'était déjà trop tard, le cœur de la tempête avait encerclé les hommes. Plus le temps de chanter, plus le cœur a chanté. Juste sentir la survie, sentir le moment où il faut s'accrocher au bastingage, le moment où il faut tenir, le moment où il y a un copain qui passe par-dessus bord. Les vagues sont de plus en plus hautes, de plus en plus grandes. On entend le bois craquer. Le bateau ne va pas tenir. Il y a cette grosse vague, plus grosse que les autres, une énorme bouche. Pendant ce temps-là, la mère des 7 garçons aime tendrement son mari et elle lui dit, là, sur le bord de la grève, elle lui envoie des mots du cœur. Pendant 30 jours, la mer est calme. Mais là, le vent souffle dur et surtout à l'horizon, là-bas, il y a ce gros nuage noir, elle sait. Elle sait que son mari est pris dans la tourmente car une tempête en plein cœur de la mer laisse peu d'espoir. La bouche énorme des vagues est en train d'engloutir le bateau qui part au fond des eaux, digéré par les courants. Elle comprend. Elle comprend le nuage est encore plus sombre. Elle comprend ce qui s'est passé. 3 jours plus tard, elle disparaît elle aussi. Notre vieille grand-mère se retrouve donc à élever 7 petits-fils. Et en ce temps-là, si la vie était dure pour les hommes, elle était dure pour les hommes avec un grand H, parce que pour les femmes aussi, c'était difficile. Car en plus de s'occuper des enfants, fallait ramander les filets, les recoudre. Il fallait s'occuper du bétail, fallait récolter le goémon, le faire sécher, le transformer en cette poudre magique qui donnait de la fertilité à la terre, si pauvre, fouettée tellement par le sel, le vent. Et tous les jours, la grand-mère s'occupait des bestiaux, s'occupait du goémon, ramandait, piquait, goémon, ramandait, piquait, s'occupait. Les enfants torchés, nourrissent, nourrir, aller travailler, chercher des laisseaux, et aller aider, et ramander, et continuer inlassablement chaque jour, et bien qu'elle se faisait de plus en plus vieille, et qu'elle était de plus en plus fatiguée, il fallait qu'elle continue. Cette famille, on l'appelait la famille Blewir, cheveux longs. Parce que la légende raconte que la grand-mère, quand elle défaisait son chignon, sa longue tresse se laissait aller au vent et retombait de l'autre côté de l'île. Là, les enfants avaient un panier en osier qu'ils remplissaient de bigorneaux et de tout ce qu'ils pouvaient trouver pour compléter le repas. Ils l'accrochaient alors au bout de la tresse de la grand-mère. Ils tiraient sur la tresse. Ah, c'était le signal. Et dans un geste ancien de tous les temps, elle refaisait son chignon. Et le panier en osier revenait jusqu'à la maison. Mais voilà. Les temps étaient vraiment durs. La faim se faisait sentir et la fatigue. Et le soir venu, notre grand-mère trouvait encore la force de préparer la pâte à galette, qu'elle laissait reposer toute la nuit pour le lendemain matin, préparer plusieurs galettes et s'en garder une seule pour elle, qu'elle mangeait que le soir venu. Toutes les autres étaient pour les petits-enfants. Elle prenait sa galette et elle la mettait dans son petit meuble, là, protégée. Mais un soir, quand elle est rentrée, la galette, elle avait été grignotée, un tout petit peu.
Oh, c'est dit, ça doit être l'œuvre de rats, de souris ou peut-être même d'un petit corrigan. Le lendemain matin, elle a donc préparé une nouvelle galette, les autres pour les enfants. Et elle a mangé sa galette. Mais cette fois-ci, tout autour, elle a positionné des grains de blé empoisonnés et des petits pièges à corrigan un petit peu partout dans la maison. Le soir, quand elle est revenue fatiguée de sa journée de travail, elle a regardé les pièges. Ils étaient vides. Elle a ouvert son meuble. Les grains n'avaient pas bougé, mais la galette avait été grignotée encore un petit peu plus. Gâche, se dit-elle. Le lendemain, donc, elle prépare une nouvelle galette et cette fois-ci, elle prend un bol qu'elle renverse sur sa galette. Alors là, si les souris, elles arrivent à soulever mon bol, elle le positionne. Le soir, quand elle rentre, le bol a été retiré, le placard ouvert et la galette grignotée encore un peu plus. Oh, la moutarde lui monte au nez. Elle sent la colère venir, un mauvais cidre qui aurait pu très mal passer. Cette fois-ci, elle prend sa nouvelle galette, elle met son bol renversé, elle fonce à l'autre bout du jardin, elle prend un énorme menhir, elle le met sur son épaule et elle arrive dans la maison et pose son menhir par-dessus le bol et le bol bien renversé sur la galette. Alors là, si quelqu'un arrive à me toucher à ma galette, et le soir venu, le menhir, il a retrouvé sa place au fond du jardin. Le bol est posé sur la table et l'assiette dans le meuble est vide. Ce soir-là, notre grand-mère se couche le ventre creux et la colère entre les dents. Le lendemain matin, elle ne part pas travailler. Le lendemain matin, elle convoque ses 7 petits-fils. Je veux savoir qui m'a pris ma galette. Qui a mangé ma galette? Mais chacun des enfants, ce n'est pas moi, grand-mère, non, ce n'est pas moi, non, ce n'est pas moi, grand-mère, non, ce n'est pas moi. Ce n'est déjà pas très beau de me voler, mais c'est bien pire de me mentir. Qui a volé ma nourriture? Et les enfants, c'est pas moi, grand-mère, non, non, c'est pas moi, grand-mère, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Eh bien, moi, je sais qui va me dire. Qui connaît la vérité? C'est Dame la mère. Car Dame la mère sait tout. Dame la mère voit tout. L'esprit de la mère sait. Venez avec moi. Et les voilà qui suivent la grand-mère, sortent de la petite chaumière, traversent la lande pour aller se reposer au bord de la grève et elle leur dit « Chacun votre tour, vous allez rentrer dans l'eau. » Et vous allez donner cette formule. Dame la mère, si c'est moi qui ai mangé dans le plat, si c'est moi qui ai pris la galette, alors Dame la mère, prends-moi, Dame la mère, tue-moi. L'aîné entre dans l'eau. Il en a jusqu'aux genoux. Dame la mère, si c'est moi qui ai mangé dans le plat, si c'est moi qui ai pris la galette, Dame la mère, prends-moi, Dame la mère, tue-moi. Mais la mère reste calme et lisse. Il sort de l'eau, c'est au tour du deuxième, puis du troisième, et la mère reste toujours aussi calme et lisse. C'est au tour du petit dernier, le préféré. Il rentre dans l'eau. Tout le monde voit bien qu'il courbe l'échine, qu'il traîne les pieds, mais il rentre dans l'eau. Dame la mère commence à danser. Si c'est moi qui ai volé dans le plat, alors commencent à apparaître des vagues. Si c'est moi qui ai mangé la galette, commence à se creuser une énorme vague qui monte, qui monte. Alors, Dame la mère, prends-moi. La vague est maintenant bien au-dessus de la tête de l'enfant. À cet instant, ses frères ont compris, la grand-mère a compris, et vous aussi. Qui a mangé la galette? La grand-mère prend ses jupes
pont, les soulève et se jette à l'eau pour sortir son petit-fils. C'est bon, la leçon est comprise. Mais l'enfant a continué. Dame la mère, prends-moi. Dame la mère, tue-moi. Elle a juste le temps d'avancer sa main au dernier moment, au moment où la mère avale l'enfant et elle attrape les cheveux. Elle serre fort, fort, fort. Elle tire, elle tire, elle tire, mais les cheveux sont mouillés, les cheveux glissent. Et l'enfant est avalé pour retrouver son père, là-bas, plus loin dans le large. La grand-mère, elle avait serré si fort, si fort. Elle avait tiré si fort, si fort. Qu'on y voyait encore la trace des cheveux. En ce temps-là, nos paumes de main étaient lisses, lisses comme une page blanche. Et s'il n'y avait pas eu cet enfant, un petit peu voleur, un petit peu menteur, mais surtout courageux d'avancer jusqu'à sa destinée, s'il n'y avait pas eu cette grand-mère courageuse qui s'était lancée pour aller le sauver, alors nous aurions gardé les paumes de nos mains lisses. Mais aujourd'hui, nous pouvons tous voir la trace des cheveux. Écoutez mon histoire, vous autres qui voyagez, toujours dans la mémoire, ayez l'éternité. Bravo. Bravo. Ah oui, la mère qui donne et qui prend. Bravo. Un beau voyage. Merci. Merci Stéphane, c'était vraiment magnifique. Hein. Je comprends pourquoi tu as gagné un prix avec ça, si je me souviens bien. C'était à la Mission Bretonne, c'était le Cornarboble en 2015 et c'est ce qui a lancé ma carrière, enfin ma carrière, ce qui m'a lancé en tout cas à vouloir être conteuse professionnelle. Donc merci la Mission Bretonne. C'est pour ça aussi que je tenais à compter ce conte aujourd'hui. C'est une création ou c'est une reprise? C'est une reprise d'un conte africain à l'origine, qui a été bretonisé, Ouais. et aussi de la suite de lectures justement sur les îles d'Edic et de Watt et de la réalité très dure qui se vivait là-bas. Et c'était aussi suite à une lecture d'un prêtre qui avait été muté par là-bas. Enfin voilà, toute une série et ça a donné tout ce travail de recherche et qui a donné ce conte. Voilà, avec des faits historiques mélangés dedans. Eh ben, la colle a bien pris. Oui, la colle a bien pris, hein. C'était vraiment super. Merci Stéphane. Je crois que nous allons maintenant terminer cette soirée avec une histoire beaucoup